Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier la gestion dynamique des systèmes temps réel. Nous allons voir d'abord ce qu'est un système temps réel et nous allons nous attarder sur le concept de système d'exploitation temps réel en étudiant les spécificités de ce type d'OS par rapport au système d'exploitation généraliste que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Mais avant toute chose, intéressons-nous à la définition d'un système temps réel. Selon Stankovich, dans un système temps réel, la correction du système ne dépend pas seulement des résultats logiques des traitements, mais dépend en plus de la date à laquelle les résultats sont produits. Il y a donc bien entendu ici la notion de contrainte temporelle dans l'exécution du traitement. Plus généralement, on dit que le système doit répondre à des stimuli externes sous un délai spécifié. D'autre part, dans ce type de système, l'absence de réponse est généralement aussi grave qu'une réponse erronée, voire plus. En général, dans un système temps réel, il existe aussi une limite quantifiée entre l'apparition de deux événements, ce qui peut correspondre à une durée minimale entre deux événements ou à une limite maximale. La figure que vous voyez ici, sur la diapositive, illustre les différents types de contraintes auquel un système temps réel peut être assujetti. Le système ici est vu comme une boîte noire ou comme une fonction f avec une entrée e et une, voire plusieurs sorties s. La première contrainte est une contrainte d'échéance. On l'appelle deadline en anglais. C'est-à-dire que le système doit répondre dans une fenêtre temporelle autorisée, c'est-à-dire entre un temps minimum et un temps maximum ici. Le deuxième type de contrainte concerne la cohérence entre deux sorties. Dans ce type de système, deux sorties S1 et S2 sont générées et les réponses doivent être cohérentes entre elles. C'est-à-dire qu'il existe un laps de temps entre la génération de ces deux sorties. Finalement, le dernier type de contrainte est une contrainte de rythme, c'est-à-dire qu'une sortie doit être générée à une certaine fréquence dans le temps. Maintenant, intéressons-nous à la notion de système temps réel. Il existe en réalité deux grandes familles de systèmes temps réel, les systèmes dits temps réel dur et les systèmes temps réel mou. Pour les premiers systèmes, c'est-à-dire les systèmes temps réel dur, louper une échéance, une contrainte, peut s'avérer catastrophique et peut causer de gros dommages pour le dispositif ou pour son environnement. Par exemple, louper une échéance dans ce type de système peut provoquer la mort de personnes ou la destruction de matériel. C'est le cas notamment des systèmes de contrôle d'usines nucléaires, par exemple, ou les instruments de navigation d'un avion ou d'une voiture. On imagine bien que sur ce type de système, louper une échéance peut s'avérer très dangereux, voire fatal. Les autres systèmes sont les systèmes temps réel mou, ou soft real time en anglais. Dans ce type de système, ne pas garantir le respect d'une échéance n'est pas dramatique, ça ne va pas mettre en danger la vie du système ou de son environnement. En général, tout ce qu'on risque à louper une échéance sera simplement des dégradations de performance. Par exemple, un téléphone portable, c'est un système temps réel mou, dans la mesure où si on loupe un paquet qui provient d'un réseau type Internet par exemple, ça ne sera pas dramatique. Il n'y aura pas mort d'homme, au pire une légère dégradation de performance et votre vidéo préférée arrivera un petit peu plus tard. Bon, vous me direz que cela peut quand même être catastrophique pour certains d'entre vous, mais là, c'est une autre histoire. Maintenant, je vais m'attarder sur quelques fausses interprétations du concept de temps réel. On entend souvent autour de nous parler de temps réel et ce concept est mis un petit peu à toutes les sauces du reste. En fait, cette notion a été complètement détournée de sa définition initiale. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on entend parler de temps réel, on a souvent l'impression qu'un système de ce type est associé à la notion de vitesse d'exécution. En réalité, c'est complètement faux. Un système temps réel ne se doit pas d'être rapide, il doit simplement répondre dans une fenêtre temporelle autorisée. Il existe des applications temps réel, certes, qui exigent un temps de réponse très bref, de l'ordre de la nanoseconde, c'est le cas des systèmes de contrôle de navigation par exemple. En revanche, il existe d'autres systèmes ayant des contraintes beaucoup plus longues, comme des minutes, des heures, voire des jours par exemple.
Ces systèmes restent temps réel parce qu'ils répondent à leurs contraintes initiales. D'autre part, on a coutume de dire que dans ce type de système, la vitesse moyenne n'est pas importante, seulement le pire cas doit être pris en compte. Ce qui veut bien dire que l'on va chercher à tout prix à ne pas dépasser les contraintes temporelles qui nous sont imposées. Les exemples d'application de ce type de système sont multiples. On peut presque dire, si l'on suit la définition, que la plupart des systèmes électroniques embarqués sont temps réel. Le gros domaine d'application du temps réel, c'est le contrôle de système ou de procédés. On le trouve également dans le domaine des transports, l'aéronautique, l'automobile, au travers des systèmes de pilotage, ainsi que le contrôle des paramètres moteurs, par exemple, des calculs de trajectoire, des systèmes de freinage, etc., etc. D'autres applications sont trouvées dans les systèmes de communication numérique et d'acheminement d'informations, des vidéos, la téléphonie mobile, l'Internet des objets, etc. Il existe une multitude d'applications également dans le domaine de la robotique ou dans des applications militaires. Bref, cette liste est non exhaustive et on peut trouver encore de multiples exemples. Je suis certain que vous en avez beaucoup en tête, il suffit de regarder autour de vous. Pour garantir le respect de limites ou les contraintes temporelles dans un système, il est nécessaire que les différents services et algorithmes utilisés s'exécutent dans un laps de temps donné, tout en pouvant être interrompu par une tâche qui va être plus prioritaire. Un système d'exploitation temps réel, ou RTOS pour Real-Time Operating System en anglais, doit alors être conçu de manière à ce que les services qu'il propose répondent en un laps de temps donné et soient là aussi interruptibles. Dans cette nouvelle partie, nous allons nous intéresser au système d'exploitation temps réel et étudier particulièrement les mécanismes qui ont été ajoutés à un système d'exploitation classique afin de prendre en compte les contraintes temps réel. Regardons maintenant la différence fondamentale qui existe entre un système d'exploitation dit généraliste et un système d'exploitation temps réel. Pour un système d'exploitation généraliste, nous avons déjà vu que l'accent a été mis sur la relation entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que ce type de système offre généralement des interfaces très conviviales, assurant une communication très aisée avec les utilisateurs. Ces systèmes proposent des applications basées sur des fenêtres avec de nombreuses interfaces, toutes plus riches les unes que les autres. Dans ce type de système d'exploitation, il existe aussi un nombre incalculable d'applications qui peuvent être exécutées par une multitude d'utilisateurs pour leur plus grand plaisir. Dans les systèmes d'exploitation temps réel, l'accent est mis là sur la communication entre la machine et le capteur. L'humain finalement entre très peu en considération dans ce type de système. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'interface utilisateur conviviale, pas de fenêtre, très peu d'applications. En revanche, les applications qui tournent sur ce type de système sont généralement à haute performance et se doivent bien entendu de répondre aux contraintes imposées. Pour rappel, la diapositive suivante récapitule les différents services proposés dans le cadre d'un système d'exploitation classique. On y trouve le service de gestion de tâches, qui est dédié à la création, destruction et manipulation des tâches en général. Un autre service qui est lié à la gestion du temps et à l'ordonnancement des tâches. Les autres services concernent la gestion de la synchronisation, de la communication entre les tâches. Et finalement, il existe aussi d'autres services comme la gestion de la mémoire et les périphériques associés. Dans le contexte des systèmes temps réel, les systèmes d'exploitation vont être globalement assez différents des systèmes d'exploitation généralistes. Il existe notamment un service qui va être modifié profondément, qui est le service d'ordonnancement. D'autre part, bien entendu, certains autres services vont être profondément optimisés de manière à faire en sorte que le système puisse répondre dans un laps de temps donné. Il s'agit du service de gestion de temps ainsi que le service concernant la gestion de la mémoire.
tous les autres services seront aussi impactés dans la mesure où de nouveaux mécanismes seront proposés pour garantir le respect des échéances imposées par l'application. La figure suivante illustre l'importance du service d'ordonnancement. Par exemple, pour une même application composée de deux tâches, ici T1 et T2, nous voyons que les deux tâches sont ordonnancées de deux manières différentes en haut et en bas de la figure. Les diagrammes présentés ici sont des diagrammes de Gantt qui représentent l'exécution des tâches au cours du temps. La flèche qui pointe vers le haut représente le temps auquel les tâches arrivent. La flèche qui pointe vers le bas représente l'échéance que l'on ne doit pas dépasser. Les deux tâches doivent s'exécuter pendant un certain nombre de temps. Par exemple, la tâche T1 doit s'exécuter pendant 4 unités de temps, tandis que la tâche T2 doit s'exécuter pendant 2 unités de temps. Prenons le cas de l'ordonnancement O1 de la figure, celle qui est représentée en haut. À t égale 0, T1 va s'exécuter pendant 4 unités de temps et respectera ainsi son échéance qui est située à t égale 7. Ensuite, T2 viendra s'exécuter pendant 2 unités de temps et loupera son échéance qui est située ici à t égale 5. Si l'on considère maintenant l'ordonnancement O2, nous voyons que toutes les échéances sont respectées. En effet, T1 commence son exécution à t égale 0 pendant 2 unités de temps, puis à l'arrivée de T2 en t égale 2, elle est préemptée. T2 va donc s'exécuter pendant 2 unités de temps, respecte son échéance et redonne la main à la tâche T1 pour poursuivre son exécution. Donc nous voyons que T1 respecte également son échéance, ce qui implique que le système global va pouvoir respecter les contraintes qui lui sont imposées. Alors, chaque occurrence d'une tâche qu'on vient de voir est appelée en fait job. Chaque job est aussi appelé instance en français ou requête, est exécutée sur le processeur à un instant donné et pour une certaine durée. Les jobs d'une tâche peuvent être exécutés par le processeur à intervalles de temps réguliers ou non. 3 modèles de tâches sont couramment rencontrés dans la littérature. Selon le type de récurrence des jobs d'une tâche, celle-ci sera soit une tâche périodique, sporadique ou apériodique. Une tâche périodique est exécutée régulièrement, en étant réveillée périodiquement par l'horloge du processeur. 2 réveils successifs d'une tâche sporadique sont séparés par un délai minimal, que l'on appelle période de la tâche sporadique. Et une tâche périodique est donc un cas particulier d'une tâche sporadique, dans lequel le délai minimal est aussi un délai maximal. Finalement, une tâche apériodique est telle que l'on ne possède pas d'informations sur le délai minimal séparant 2 activations successives. Par exemple, les tâches d'alarme sont des exemples typiques de tâches apériodiques. Les tâches temps réel périodiques représentent les tâches dont les jobs sont récurrents avec un intervalle de récurrence constant qu'on appelle période. Alors, il existe plusieurs modèles de tâches périodiques qui ont été décrits et étudiés dans la littérature. Le plus simple et le plus étudié est celui ce qu'on appelle communément le modèle de Liu et de Leyland. Ce modèle consiste à caractériser une tâche par 2 paramètres, CI, qui est sa durée d'exécution maximale. On parle également de W7 ou Worst Case Execution Time, qui est en fait une pire durée d'exécution d'une tâche. Le deuxième paramètre, c'est P, sa période d'activation. D'autres modèles sont proposés dans lesquels on ne fait que rajouter des paramètres à ce modèle de base. Par exemple, une tâche temps réel périodique tau i peut être définie par les paramètres suivants. RI0, qui est la première date de réveil du premier job de la tâche i, la première requête. Comme pour le précédent modèle, la durée d'exécution au pire cas, CI, correspond à l'intervalle de temps maximum dont a besoin un job de i pour s'exécuter sur le processeur. L'échéance relative DI permet, elle, de définir la contrainte temporelle d'une tâche
comme étant l'intervalle maximum entre l'instant d'activation d'une instance et l'échéance absolue qu'elle devra respecter. Ainsi, une instance de TOI activée à l'instant RI devra impérativement se terminer à l'instant RI plus DI. Un autre paramètre est PI, donc, qui est la période d'activation de la tâche I. RIK, maintenant, représente l'instant de réveil du kème job de la tâche I. Il est égal à RI0 plus K fois la période. Donc RI0 représente ici la première date de réveil. RI1 représente la deuxième date de réveil et est égal à RI0 plus P1. RI2 est égal à RI0 plus 2PI, RI3 est égal à RI0 plus 3PI, etc., etc. La date critique ou échéance absolue, DIK, est la date délimitant la fin d'exécution au plus tard du job K de la tâche I, qui est mesurée par rapport à sa date de réveil. Notez que DIK est égal à RIK plus DI. Maintenant, il existe d'autres paramètres dérivés qui sont aussi très utiles, notamment dans l'étude des algorithmes d'ordonnancement. Il s'agit du facteur d'occupation du processeur pour une tâche TOI, que l'on appelle ici UI, avec UI qui est égal à CI sur PI, c'est-à-dire qui est égal à la fraction de temps processeur nécessaire à l'exécution de la tâche. D'autre part, il existe aussi ce qu'on appelle le facteur de charge du processeur relative à la tâche TOI, et ce dernier est calculé de la façon suivante, LI est égal à CI sur DI. Maintenant, voyons un autre paramètre important lorsqu'on parle de tâche, il s'agit de la laxité. La laxité d'une tâche TOI, c'est la durée maximale durant laquelle TOI peut être retardée de sorte que son échéance demeure respectée. Cette laxité peut être exprimée en fonction des paramètres dt et ct exprimés à l'instant t. On définit d de t comme étant égal à d moins t, c'est la durée restant à la tâche avant d'atteindre sa deadline et ce au temps t. De même, on définit c de t, qui est égal à c moins t, comme étant la durée restant à la tâche pour finir son exécution et ce au temps t également. Donc la laxité au temps t est égale à d de t moins c de t. Illustrons ce principe de laxité sur la figure suivante. La tâche représentée est réveillée à l'instant t égale 0, comme vous le voyez ici, et a une deadline en t égale 8. De plus, elle doit s'exécuter pendant 4 unités de temps. Si l'on essaie de calculer la laxité au temps t égale 2, nous voyons qu'elle est égale à d égale 2 moins, enfin d de 2 moins c de 2, pardon. Or, d de 2 représente le temps qui reste à la tâche avant son échéance en t égale 8, c'est-à-dire ici 6 unités de temps. C2 représente le nombre d'unités d'exécution qu'il reste à exécuter au temps t égale 2, c'est-à-dire ici 4. Donc la laxité sera donc ici égale à 6 moins 4, c'est-à-dire 2. Notez qu'on peut le visualiser assez facilement sur la figure. En effet, on peut constater que la tâche peut encore être retardée de 2 unités de temps et qu'elle respectera toujours son échéance à t égale 8. La laxité représente finalement la marge de manœuvre qu'on peut s'autoriser avant de ne plus respecter la contrainte temporelle. De la même manière, si on calcule la laxité au temps t égale 4, le résultat sera d de 4 moins c de 4. d de 4 vaudra 8 moins 4, représentant le temps qu'il reste avant l'échéance. C de 4 vaudra ici 2, car à t égale 4, il restera 2 unités de temps à s'exécuter pour la tâche, ce qui est représenté ici en violet sur la figure. La laxité vaudra donc 4 moins 2, est égal à 2 unités de temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la notion de temps réel et les notions de laxité. Merci beaucoup de l'avoir regardé et à très bientôt.